وتسيدي تولينا الزول ونصوفيس ونسلف مقاند من الغيد ولدي تمديث بوسا اول الساكين في الدناويث غاف السنه 5 ديال ثوبان ولا 5 اكتوبر اس بوسا نسويث ذا مديان تزال ووال 5 اكتوبر 1988 اني ذا غير كازن السرتيث الكازن او كان ذا ذا غاس نسميه غير دلول ثلي وبسلاين ذا غير دلول يكافر السرتيث لا معنى ذي قيمه سقسي الشغار 5 اكتوبر ذا شو لان ذا فين 5 اكتوبر ذا منو بفريديك صودر وايشتا ناخ ذا منو ذا وقارونا وذا مضبرن فضان غافسين غير دي شعل مسيو كنت سيري ذا شغار ولا حد ذا كوفريد إرجاز نتسرتيت إدي فغن وقبل يوكل نتسريت الريث وسنهات ذي توكذي يوكاذن غافايدي قدرنا نكسوكوس 80 لحد غار الزات تصق استقسيا رانا نعرض انقلب نفهم ذا شو قلنا ندفير ل 5 اكتوبر 1988 لكن الصراحه انا من سملا اكذين غمسنا شو كان ساقي خسور في سنين غمسنا دو سنه راه يميت فتن شغل ما صار قيمه ما تاكل عليه طموش السلام دورت دارت الملال يذنا مقران قاسم ازفلاك ازولا كمال ازولي ولي عبد السمسيسان ممح بكير ازفلاك ازولا كمال ازولي ولا في عدي تولي alors ما تتمسلي غا في السنه 5 كوكور 5 كوكور نوفمبر كسنا في 1988 على حسابك دام قران ذا منو غض الصح يقلاني وشاون ثلاث نتربع الشاليتي الناس سيت اون سويت لوجيك بارابور aux événements دي 80 اللي ذا ساون ادي سواس يبوس تطبق زعما دري دو شوز اون فيت سي على فوا اما كي تقارض ذا منو غادي كان ساون او ميم طون زعما دري داغني ذا منو يدي كان دي كسور في النيل الموفمون 80. C'est une contradiction, mais c'est comme ça. ما نولي كي شوت يقدران 88 نولي باللي كان بون لا نورش ارزان لي زيديفيس بوبليك الصرغان bon. Donc on a traduit ça comme étant un ras-le-bol de la jeunesse. On a traduit comme étant un ras-le-bol de la jeunesse et après en analysant un peu ces événements-là, on constate que c'était un mouvement qui n'était pas spontané. Donc des factions du pouvoir étaient derrière ces événements-là, qu'ils ont donc actionné ces événements-là. Deuxièmement, on constate que c'était un mouvement qui n'était pas porteur de revendications particulières, ni sociales, ni politiques, ni idéologiques, ni culturelles. Donc il était pratiquement apolitique. C'était un mouvement aussi qui n'était pas porteur d'un projet de société, d'un projet politique. On n'a entendu aucune revendication, aucun slogan scandé par les manifestants. À partir de là, effectivement, des questions se posent. Elles se posent d'abord sur l'origine de ces événements-là, et sur l'absence de discours, l'absence de réaction politique de la part des organisations clandestines autour de ce mouvement. Et du pouvoir, même le pouvoir n'avait rien donné sur ces événements-là. Il ne faut pas oublier que quand ces événements ont eu lieu, c'est 10 jours après que le président de la République a intervenu. Auparavant, il n'y a eu aucune intervention. Donc il y a eu une sorte de silence, une sorte d'omerta sur ces événements-là, voilà, sur le plan politique. Maintenant, moi mon analyse, mon hypothèse, c'est que ces événements-là sont venus pour arrêter un processus de démocratisation de la société initié par le mouvement 80. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un mouvement, le mouvement 80, qui lui était porteur de revendications claires, d'objectifs clairs, qu'il était encadré, il n'était pas manipulé, il émanait de la société. Et le mouvement 80 a en plus, dans sa lancée, permis l'émergence du mouvement féministe, du mouvement autonomiste syndical. Il a permis aussi l'émergence de la Ligue des droits de l'homme. Il a permis à la société donc de s'organiser, de s'auto-organiser.
Et tout cela faisait peur au pouvoir parce que le pouvoir ne maîtrisait pas ce mouvement-là. Et donc ce processus-là ne pouvait effectivement que faire peur au pouvoir. Et donc il fallait à tout prix créer un mouvement de contestation, lequel serait cette fois-ci à l'initiative du pouvoir, de manière à mieux le contrôler et à minimiser, à minorer, à enterrer complètement le processus démocratique initié par le mouvement 80. Voilà moi ce que je pense. ليش تحنا لا كونتراديكسيون قلت الجهه ذاك النظام منه ذاك خروط دونك كي ان كلون كي ا بروفوكي سا الجهه النظام سي لو سيستيم كي ا بروفوكي ايوا كانت سيليا اون موبيليزاسيون مي ا لور مانيير باسكو dans la société كامل dans la société ما تعمر تقناوت ما تعمر تقناوت تزرب باللي هو نوتر تزرحي وين سي تعمر ما تولد انا لا من السيغنال بليس يبقى دي سيغنال لموا بروفوكين كل شيء زرب اللي ثورات زرب اللي ثورات زمرد صار الهواء من المكياوه هي دي التكنيك وكي تصار التكنيك فوالا دونك لا 5 اكتوبر سي ا بري سا سي اون تكنيك صالين الهواء من سني هو كان باسكو دونك دون لا سوسيتي مي صالين اني وين جو تفاد هذا السوق سنستني باسكو ما دو غلا فير ليش قلنا دون لا سوسيتي الجزائريه Mid le phase l'indépendance c'était une société très retardatrice. Il y a eu un effort en matière d'éducation, en matière d'enseignement, en matière d'emploi, etc. Il y a eu une dynamique de développement qui était amorcée. Maintenant, dans les années 80, les couches moyennes, elles avaient pris de l'importance. Les couches moyennes dans la société, elles avaient pris de l'importance. Ça a permis, à mon sens, elle met les revendications culturelles, les revendications identitaires fondées avec force. Et avril 80 a été un moment précurseur. Avril 80 a été un moment précurseur. C'était un moment autonome, comme Mekindina Mpolan, c'était un moment autonome, et c'était un moment qui posait, des exigences de type sociétal. Liberté démocratique, vrai socialisme, vérité historique, égalité sociale, c'était les revendications du mouvement 80. Le mouvement 80 a eu des échos. Il y a eu Oran, 82, il y a eu la Kasba, il y a eu Staif, il y a eu l'Aqsar 81. Donc, le mouvement 80 avait fait bouger quelque chose. C'était un mouvement de plaques tectoniques. Il avait fait bouger quelque chose dans la société. Et ça prenait de l'ampleur. Ça a dynamisé les organisations sociopolitiques. À partir de 1977, les petits noyaux qui existaient, les petits noyaux d'opposition ou les organisations qui étaient structurées, elles commençaient à prendre de l'ampleur. Et quelque part, il y avait des glissements qui s'opéraient au niveau de Tradition pour qu'elles soient de plus en plus dans l'opposition. Ça, c'est à l'intérieur de l'Algérie. À l'extérieur de l'Algérie, il y avait un phénomène qui se passait à partir de 1980, à partir de l'arrivée de Reagan au pouvoir. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a impacté l'Algérie. Ce qui s'est passé, c'est que Reagan avait compris la faiblesse de l'URSS. Elle était liée à deux choses. Elle était liée à ces circuits de mobilisation de la devise, du dollar, à ces circuits internationaux de mobilisation du dollar et au prix du baril de pétrole. Et il a décidé d'asphyxier l'URSS en agissant sur les deux leviers, notamment en inondant le marché de pétrole et en baissant la valeur du dollar. L'Algérie a été un objectif collatéral. Elle n'était pas ciblée, mais parce que 86, le pays était asphyxié. Il était asphyxié. Pourquoi il était asphyxié? Le régime de l'époque, il a fait le choix de contracter des prêts à court terme pour financer les plans anti-pénurie. Pour qu'il ramène des réveils, pour qu'il ramène des machines à laver, pour essayer de donner un semblant d'aisance aux Algériens, une aisance qu'on ne produisait pas. C'est-à-dire qu'on s'est endetté pour acheter ces choses-là. Mid-bol 86, la machine était coincée. Le baril du pétrole était au plus bas, le dollar était au plus bas, alors que nous connaissons les importations en or. On les payait en francs français, en francs suisses, en yens japonais, etc. Donc les factures extérieures, elles avaient explosé. Le régime était coincé. شوي يدور مرة وين يشتاقي. على خاطر ما دريني باللي جالسا يتمقلعن اما كني
الأول بعض يسن يبغى الخير ويضل يبغى الخير. C'est comme s'il y avait un courant. C'est les مخالفة لا فيزيون مخالف خاصو لما ذا السيستم توجور دون ان سيستم. لا استراتيجي فين ولا قلت لي لا استراتيجي لا سنات لا يوت لا سنات ما تدخل الماكله قال لي ما ضروري ما تخص الماكله يبدا ولي جهد لا يرون. Donc le problème c'était ça. Le problème c'était les ressources sont amenuisées. Qui va contrôler la distribution de la rente? Qui va mettre entre ses mains, s'accaparer? Et ça c'est une guerre à mort. Après, elle s'est développée en 86. En 86 c'était dedans. Donc ils ont commencé en 86 avec la charte nationale de 86. Quelle est c'est l'option socialiste. C'est la réforme des entreprises, c'est la réforme des domaines agricoles, etc. Donc ils ont essayé de rafistoler, mais il a ça a tenu jusqu'à 88. 88. C'est le discours du 19 septembre. C'est 88. Chadli avait repris le cas de l'Égypte. Le cas de l'Égypte, parce que des choses mais justement président de la République a dit quand même il y a quelque chose qui ne va pas se faire. En fait, moi, ce que je pense, c'est-à-dire que d'un côté, parce qu'en fait, il faudrait se reconfigurer un peu les factions qui étaient au pouvoir à l'époque. Et bon, on ne peut pas vraiment les circonscrire d'une manière très précise, mais on peut dire qu'il y avait d'un côté des libéraux, qui voulaient, donc c'était des rentiers, qui pensaient que la rente allait prendre fin, quelque chose comme ça, et que donc il fallait se recycler dans le libéralisme. Un libéralisme évidemment, un ultralibéralisme, tu vois, un capitalisme complètement débridé. Voilà. Donc il y avait aussi des gens qui pensaient qu'ils pouvaient continuer à vivre de la rente, donc qui voulaient encore maintenir en place l'ancien système avec son centralisme économique. Et en arrière-fond, il y a aussi des forces ba'athistes et des forces intégristes, enfin islamistes, qui, il ne faut pas l'oublier, auparavant se combattaient. Le ba'athiste et les islamistes étaient des ennemis, ils se combattaient. Mais l'éruption du mouvement 80, avec tout ce qu'il a apporté comme projection démocratique et aussi identitaire, a fait peur aux ba'athistes et aux islamistes, qui sont alliés d'ailleurs dans la lancée du mouvement 80. Ils ont fait une alliance, rappelons-nous qu'il y a eu une grande manifestation pour demander l'arabisation totale de l'Algérie et de l'administration, etc., juste après le mouvement 80. Donc il y a donc aussi ces forces-là avec leurs intérêts. Et donc voilà comment je vois que personnellement la disposition, si tu veux, à l'époque des différentes factions du pouvoir. Et chacune essayait de jouer évidemment son rôle, son jeu, dirait-on, en fonction de ses propres intérêts. À manipuler ou à émettre des discours contre une des factions, prôner le discours socialisant, etc., que voilà, il y a un virage à droite, etc. En fait, ce sont tout simplement des rentiers qui voulaient maintenir le système de centralisation économique d'avant 80. Quand on voit des gens qui ont pris conscience
de cette éruption du mouvement 80 qui en fait est une éruption de l'algérianité. Comme dirait notre ami Mouah, c'est une éruption de l'algérianité. En fait, c'est une secousse de la crise de 1949. C'était la secousse c'est une secousse de 1900, une réplique de 1949 à laquelle on assiste en 1980. Et on sait comment on a traité la crise dite de berbériste en 1949, par la répression, par le truc, etc. Et le mouvement 80 représente en fait était porteur des mêmes objectifs. Voilà, et ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde finalement, ce mouvement 80. Ça fait peur aux intégristes, aux baathistes, y compris aux libéraux et aux rentiers. Parce qu'on ne peut pas être algérianiste sans être démocrate, on ne peut pas être démocrate sans être algérianiste. Et on ne peut pas être algérianiste et démocrate sans, par ailleurs, prendre en considération une certaine politique sociale. C'est ça, en fait, c'est comme ça que je vois que les choses. La société il y a quelque chose, la société, elle était dans une situation où c'était plus tenable. Ce n'était plus tenable. Dans les circonstances des années 80, 86, 88, la situation était très difficile. Les pénuries, il y avait des salaires qui n'étaient pas payés sur une longue période. Il y avait de réelles difficultés. Donc, dans la société. Or, la société, elle n'est pas vide. Tu vois, elle n'est pas vide. Il y a des forces dans la société. Il y avait des mouvements d'opposition qui travaillaient. Et il y avait vraiment du potentiel. Quand tu prends par exemple les luttes pour l'autonomisation du syndicat, les luttes au niveau de la base, par rapport au syndicat, c'était extraordinaire ce qui se passait comme lutte. On a 80. Non, mais c'est une dynamique, c'est la même lame de fond. C'est la même lame de fond. Ce qui veut dire que la société, la lame de fond, tu la vois. Nous connaissons le Sénat, la lame de fond. Parce que le Sénat, à travers les articles de journaux, la presse n'était pas libre. Le Sénat, à travers les petits contacts qu'on pouvait avoir, les documents clandestins auxquels on pouvait accéder. Mais il avait la température quotidienne, il avait les bulletins qui remontaient, les billets de l'enseignement qui remontaient, etc. Donc il connaissait l'état de la société, tu vois. Maintenant, au niveau des travailleurs, donc il y avait une disponibilité, il y avait des luttes qui commençaient à se développer pour reprendre le syndicat, pour reprendre l'appareil syndical. Au niveau des étudiants, je pense que c'est le moment après 1971 où les étudiants étaient capables de se donner une organisation. Depuis 1971, il était interdit aux étudiants d'avoir un syndicat national. Je pense que dans la période 86 jusqu'à 88, il était possible de créer un syndicat étudiant. Le mouvement féminin, à partir de 84, le mouvement féminin, après il y a un très grand essor. Il y avait des personnalités dans le mouvement féminin qui étaient connues à l'échelle nationale. L'analyse c'est que le mouvement 80, il bouddhise un projet de société politique. Donc c'est un processus et c'est deux c'est-à-dire que tu avais deux éléments. Un d'avant, il voyait deux éléments. Il voyait d'abord que la société était grosse d'un changement. Tu vois, ça il le voyait. Et il voyait aussi que des forces pouvaient fertiliser ce changement-là. Des forces pouvaient lui donner un sens et lui donner une portée. Et là, il ne pouvait pas rester inactif. Alors, est-ce que tu me parce que d'autres données, par exemple, comment ça s'est passé? D'autres données, par exemple, même le mouvement berbère, il s'était transformé. Le MCB, il était localisé, il était ghettoisé pratiquement dans une région. À partir de 84-85, il s'est mis sur des questions de type national. La revendication des enfants de Chouhada, la revendication des droits de l'homme, etc. C'était des revendications de type national, ce qui veut dire qu'il l'ouvrait sur le reste du pays.
Et ça, c'est des signaux d'alarme. Même les résolutions de Kramen Gakour, c'est des revendications nationales. C'est un peu un projet Bien sûr. politique. Donc, Mais qui était lié jusqu'à 84. Donc il peut témoigner. Non, mais jusqu'à 84-85. Jusqu'à 84-85, ce qui ressortait, c'est la revendication identitaire et linguistique. À partir de 84, même en 80, il y avait des revendications politiques. Il y a un projet de société. Le premier procès de Berwaguia, des 21 et des 20 détenus, les 21 c'est ceux d'Alger, ils ont été jugés à Alger, c'était des accusations par rapport à la revendication de Berbère. Le second procès de Berwaguia, où il y avait Saïd Saadi, où il y avait Nourdine, etc., ils ont été jugés par rapport aux droits de l'homme. C'est pas le même procès. C'est pas les mêmes procès, tu vois. Ce qui veut dire qu'en termes de résonance au niveau national, c'est pas la même résonance. Tu peux plus dire donc et ça, c'est des mutations qu'il y avait dans la société que les autres voyaient. La radicalisation du PAX. La radicalisation du PAX, c'est quelque chose qui a été entamé, disons, vers 84-85. Le PAX était de plus en plus déterminé contre les orientations qui étaient développées par le pouvoir, etc. Ça aussi, c'est une donnée qui était dans l'évaluation des choses, tu vois. Donc le pouvoir devait être sur ses gardes. En même temps, il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas le moyen d'acheter la paix sociale. Il n'avait pas les moyens de corrompre. Les caisses étaient vides. Donc, la seule façon que tu as d'agir, c'est de provoquer les choses. Tu provoques les choses parce que tu t'y attends, tu prends des mesures, tu vois. Et en provoquant les choses, tu te dis, je peux faire porter mon projet. Alors, justement, il y a provoquer des manifestations. Il y a un changement politique, alors que cette mobilisation éducaire n'apparaît. C'est un projet de société. Il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas de slogan. Mais il n'y avait pas un discours politique. Donc, le discours politique est ailleurs. Est-ce que Mara, c'est une troche, parce qu'il y a un conflit à la scène, il y a ceux qui veulent le changement et ceux qui ne veulent pas le changement. Donc, la seule façon, c'est de provoquer la société ou adhérer à un discours. C'est pas le changement. En vérité. Pas un changement, au sens de changement. Hein. Non, en vérité, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a voulu, à travers les événements de 88, les émeutes qui ont été donc provoquées par des factions du pouvoir, on a voulu en fait enlever l'initiative du processus démocratique à la société et remettre l'initiative entre les mains du pouvoir. C'est-à-dire, observons bien ce qui s'est passé après 88. C'est que malheureusement, y compris des partis censés être vigilants, on pensait que le pouvoir dictatorial allait créer la démocratie, allait créer le multipartisme. Et en fait, c'est ce que cherchait le pouvoir, à savoir, la démocratie, ce n'est pas vos vos initiatives autonomes qui vont créer le processus démocratique. Le processus démocratique, c'est moi qui vais le créer. C'est moi qui vais le lancer. Et en plus, il va être contrôlé par le pouvoir. Voilà en fait la vérité. C'est-à-dire, en fait, la vérité, c'est d'enlever l'initiative à la société et de la reprendre au niveau du pouvoir. C'est pour ça que... Alors, l'ouverture du champ politique, ça reste à vérifier. Peut-être déjà en 77, avant le congrès du FLN, c'était prévu de l'ouverture. Est-ce que c'est vrai? Il y a des témoignages sur ça. Je ne pense pas que la mort de Boumedienne ait quelconque importance dans le processus qui a suivi. Moi, je pense que le pouvoir était déjà prêt à un changement par rapport à la période de Boumedienne. Et encore, il faut dire que Boumedienne n'était pas... contrairement à ce qu'on raconte, on peut faire un débat une autre fois peut-être sur la politique de Boumedienne, sur sa vision de l'Algérie, etc. C'était un dictateur, hein. Ce n'est pas du tout... moi, c'était un dictateur, c'est lui qui a donné naissance à des possibilités
des possibilités de prédation de l'économie nationale. C'est lui qui a centralisé tout. C'est lui qui a installé aussi les premières bases de l'islamisme en Algérie. Il a renforcé le mouvement ba'athiste. Il a réprimé d'une façon très brutale et vraiment d'une façon terrible toute expression démocratique, qu'elle soit d'ordre culturel ou politique ou idéologique. Donc on ne peut pas dire qu'en fait le pouvoir de Boumedienne soit différent de celui qu'a hérité Chadli. اللي قال سيتي بريفي جوستومون de 78 هذا مسلاين غاف لوفيرتور. Justement, il y a effectivement, là peut-être que on ne sera pas d'accord, parce que ça, son point de vue, c'est de dire que... Quel point de vue donc, non, mais je connais, donc il n'y a pas de problème, je peux en parler. En fait, il y a des gens qui te disent, bon, ça se défend, hein, mais je ne suis pas d'accord du tout. Quand il y a eu un processus de constitutionnalisation, qui a débuté avec Abban Ramadan et qui a été donc jalonné par des personnalités comme Boumedienne plus tard et Zeroual et voilà. Or, moi je ne pense pas du tout ça. Moi je crois que si on peut attribuer effectivement un projet d'institutionnalisation à Ben Ramadan, ça ne peut pas être le cas pour Boumedienne. Ça ne peut pas être le cas pour Boumedienne parce que à Ben Ramadan, si on jette un coup d'œil un peu sur ces quelques écrits, on découvre qu'il prévoyait quand même une Algérie démocratique, une Algérie plurielle, ne serait-ce que sur le plan, par exemple, ethnique, confessionnel. Pour nous limiter uniquement à ça déjà. Or, avec Boumedienne, ce n'était pas du tout le cas. Avec Boumedienne, c'était l'arabo-islamisme d'une façon imposante, d'une façon avec toute la répression que l'opération, la répression que cela a entraîné. Et ce n'était pas du tout un bonhomme qui voulait institutionnaliser le pays dans un objectif démocratique, mais plutôt dans un objectif encore une fois, de renforcement du pouvoir personnel. Difficile de défendre ce point de vue, bon, ce n'est pas le débat du jour, parce que les institutions qu'on a aujourd'hui, elles datent de 1976. Donc elles ont été créées par le pouvoir de l'époque. Donc les institutions. Les institutions. Donc c'est un point de vue, c'est un champ de recherche en tous les cas. C'est un point de vue difficile. Alors, خاصو لما نبدا ولا في 5 اكتوبر لما نمشي دي فاوزاريس تيكتاكا نحش تحتنا كيف لي زانستيسيون هذا الواد ولا نكمل هكا نديرو ونكمل اول خاصو لما نبدا اول تدنويث في 5 دي ثوبار امشي قلا ظفير امشي ديلول ذا شو السبه ذا شو قلنا ظفير وانشتا اللي قال بدنا اول غا في لي زانستيسيون موكز مارك اول خاصو لما Non, c'est tout un débat. Les institutions. Donc, sur le 5 octobre. Mais بالضبط سواتني le 5 octobre. في كاك تقدر نسقسي باللي كي دي تيموان ودي تمسلاين باللي كون 78 ني قال ديال الزلوه سيدي غادي لي لوفيرتور اسكو c'est ce qui se dit dans les milieux politiques de l'époque, c'est ce qui se dit. Et les gens te disaient que Boumedienne avait prévu une formule d'ouverture au niveau du congrès qui allait du congrès du FLN. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait son coup d'État en 65, quand il a fait son coup d'État, il a fermé toutes les voies d'expression. Et les gens, ils ont subi une répression extrême. Les gens du Pax, de 66 jusqu'à pratiquement 73,
Et ils ont goûté à une torture que rares sont les gens qui ont goûté à cette torture en Algérie. Quand on Mais, parle là, les gens de Pax Danidé, 165, non, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire à quand même. Tu vois, ce qui veut dire qu'on ne peut pas. C'est de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne le veuille pas. Je vais خاطر même مقارنه واحد تمثلي سيدي عندي با كونتراديكتوار لا نودي يدار خاطر السيستم دو ليبوك كنت قرا Les choses sont plus compliquées. سي كومبليكي شو داك باسكو يا ولاش ونسعر تصلي دوني مي قنزر ذاك اللي غير ميرني السيستم خدم تمخام فرق في خامين بنتخبت لي الاسلاميستات نتعاونن بنتخبت لي كومونيستات نتعاونن بنتخبت لي تروسكيزات نتعاونن بنتخبت لي بعد نتعاونن لي بعد نتعاونن دونك à chaque fois تسفر تبور Kamel, elle répondait en liaison avec octobre 88. Mais on revient à ce débat si tu veux après, on revient sur l'opposition algérienne, qu'est-ce qu'elle a été, comment elle a fait, etc. Quand tu prends 80, quand il y a eu 80, les islamistes, ils étaient inexistants quasiment. Les islamistes, c'était des petits noyaux. C'était l'époque, à l'époque, ils parlaient de Sahwa. Ils parlaient de Sahwa. Ça veut dire que devenir d'homme, il يتصل شحال يقتص يغال يفوت سيتنافع يفوت كان سيتنافع مازال ديوكالا. Tu vois, c'était Sahwa l'islamia. Donc c'était les cours des Djouama, c'était etc. Ils ne représentaient pas une force politique. Ils n'étaient pas encore cristallisés en tant que force politique. 82, premier maquis islamiste. 82, premier maquis islamiste, Bouyali. Donc il organise son maquis islamiste. L'assassinat de Hamza Kemal, ce n'est pas des étudiants qui l'ont tué. C'est un commando de Bouyali qui est venu à l'université, prêter main forte pour empêcher parce que les frères musulmans contrôlaient le comité de cité. C'est un commando qui est venu de l'extérieur pour exécuter les gens qui était derrière l'organisation de l'Assemblée générale. Il y a eu Kemal Hamza qui a été tué. Il y a eu Aziz, un lycéen qui a été blessé, d'autres ont eu des coups de barre. Il y avait un blessé grave, plus un mort, mais c'est un commando qui était venu. Le MIA a eu des activités. Il y a eu la poudrière de Boudoua, où il y a eu l'école de police de Souama, etc. Donc ils ont commencé déjà à développer leur... Et à ce moment-là, on ne pouvait pas soupçonner des accointances entre ce mouvement terroriste qui était en train de se développer et des secteurs du pouvoir. Tu vois. Arrive 88, dans les événements de 88, les différentes formations politiques, les différentes forces politiques qui existaient, qu'est-ce qu'il y avait? Ce serait intéressant de voir dans la société qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait des forces de gauche, extrême gauche. À l'époque, c'était GCR, OST, ORT. Et il y avait le PAX, le Parti de l'Avant-Garde Socialiste. Ça, c'était à gauche. Sinon, tu avais des noyaux FFS autour de Nejjoudi, qui est décédé aujourd'hui. Et il y avait l'aile libérale du MCB autour de Saïd Saadi. En gros, c'était ça les forces d'opposition. Mais à l'époque, c'était des FFS morts. Non, ils n'étaient pas FFS. À ma connaissance, ils n'étaient pas FFS. Je pense qu'ils avaient quitté depuis un moment. Non, ils n'étaient plus FFS. Mais ça, c'est une histoire que Saïd Saadi certainement prendra le temps d'écrire, mais il considère que c'est important. Parce que c'est des choses qui clarifient, qui sont importantes. S'ils étaient FFS, on ne comprendrait pas pourquoi Saïd Saadi rapidement va créer le RCD. Juste les islamistes, dans le mouvement 80, ils ne représentaient pas grand-chose. Dans le 88, ils ne représentaient pas grand-chose. Le 10, ils sont devenus la force principale. Le 10 octobre, ils deviennent la force principale. Mais justement, c'est un moment le 5 octobre, avant le 5 octobre, il تسجل ووال. Le 5 Askar. Donc la rumeur se fait. Oui. Qui est derrière cette rumeur? Ah oui, c'est Soufrod. Alors, qui vient d'Alger, le 5 octobre. En Algérie, mais tu es Alger. En Algérie. Surtout d'Alger. Non, en Algérie. Surtout d'Alger. Et tu vois, le Qbaïl, là où il s'est n'a pas le calme. Mais d'ailleurs, avant le 5, le 5 Askar. Est-ce que là, la classe politique, est-ce qu'il y a un mouvement politique, c'est des gens de système et Karnaka? Non, évidemment que nous avons un système donc, qui est drainage, comme on le dit tout le temps,
c'est un système de factions. Il y a plein de factions, il y a plein de clans qui s'entre-déchirent, qui en même temps sont unis quand il s'agit de s'opposer à une initiative émanant de la société. Parmi ces factions-là, probablement l'une d'elles a dû donc faire sortir cette rumeur-là comme quoi il va y avoir un mouvement pour préparer psychologiquement les gens à une sorte en fait, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que ce type de rumeur, on le retrouve en 1965, on les retrouve en 1979 après la mort de Boumedienne, justement, où on disait avant la mort de Boumedienne, on disait attention, Boumedienne a mis en place des institutions et la dernière institution qui lui est restée à réformer, c'était celle du FLN. Pour aboutir, soi-disant, à une sorte de multipartisme ou quelque chose comme ça, ou à démocratiser le FLN. Ça, effectivement, ce sont que des rumeurs. Rien ne peut prouver que la démarche de Boumedienne était réellement, avec réellement pour objectif de démocratiser le FLN ou de démocratiser la société. Rien ne le prouve. Il n'y a aucun élément qu'on peut observer qui soit vraiment tangible. Néanmoins, effectivement, cette rumeur a existé. C'est une rumeur. Ah ben, la preuve, on est... Écoute, si tu veux être sérieux dans ton analyse, excuse-moi. Non, juste un détail, parce qu'il faut être sérieux, c'est des questions d'histoire. Il faut être sérieux. Bonjour, bien sûr. C'est des questions d'histoire. Le parti du FLN avait été réduit à sa plus simple expression. Et malheureusement, on dévie du sujet de l'émission. Avait été réduit... Non, ça tu le sais très bien, parce que c'est des choses qui sont du ressort de l'histoire. C'est plus de la politique. D'accord? Une fois qu'il y a eu des problèmes avec Qaïd Ahmed, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'appareil du parti. C'était rien du tout. OK? 77. Boumedienne, il intronise Mohamed Salah Yahyaoui à la tête du parti. Ils reprennent les recrutements. Ils donnent de la densité au FLN. C'est quand même un élément probant. Tu vois, alors qu'ils se méfiaient du FLN en 71-72, quelques années plus tard, il remet le FLN au centre des appareils du pouvoir. Il commence à lui donner du pouvoir avec Mohamed Salah Yahyaoui. D'où l'hypothèse que Mohamed Salah Yahyaoui allait lui succéder. Sinon, Mohamed Salah Yahyaoui était... Voilà. Et la question, tu le sais très bien, la question de l'ouverture du FLN, tu la retrouves chez beaucoup de personnalités de l'époque. On n'a pas parlé à la place des gens, mais tu discutes avec des personnalités de l'époque qui te disent il était question qu'il y ait des courants au sein du FLN, qu'il y ait institution de courants. Est-ce que c'était une forme de démocratisation ou pas? Imagine-toi qu'il y ait eu des courants et qu'avec les 80 se soit déroulé dans des circonstances où il y avait un pluralisme au sein du FLN et que cette sollicitation de la société va pousser... Mais qui preuve que c'est des rumeurs. Parce que pour le moment, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'écrit. C'est sérieusement, il faut qu'on soit sérieux. Toi-même, tu as écouté un témoin il y a 10 jours qui te disait qu'il allait y avoir ouverture. C'est quelqu'un qui était au FLN. Oui, c'est un témoin. Pourquoi je vais douter de sa parole? C'est plus une rumeur. Mais lui, c'est quelqu'un qui était un acteur. J'ai entendu quand tu es à la tête d'une entreprise nationale et que tu dis pas c'est que tu es au courant. Maintenant, on ne va pas spéculer sur ça. Ce qui s'est passé par la suite. Non seulement il n'y a pas eu cette ouverture politique, mais l'orientation économique était différente. Voilà. L'orientation économique qui a été suivie par la suite. Justement, ça pose problème. C'est le deuxième point نكملها في لا ريمور نرد باللي كلش لا ريمور 65 و 77 خاصني با داكور موموا لا ريمور دو 5 octobre. C'est pas une rumeur. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Très bien. Dagui va tchal. Non, mais à chaque fois. Là où des cas, mais non, mais c'est qu'en fait, moi je te dis, le système algérien, tu vois, depuis 1962, tous les systèmes d'ailleurs totalitaires, dictatoriaux sont comme ça.
il fonctionne à la rumeur. Et il fonctionne même dans les systèmes dictatoriaux les plus centralisés, il y a aussi des courants. Il y a aussi des courants. Maintenant, ces courants-là, chacun essaie effectivement de prendre le dessus sur les autres courants. Les rumeurs, c'est une culture. Mais quelque part, c'est une rumeur, c'est pas une rumeur. Des moments que le 5 octobre, ça c'est ça le problème. Non, justement, quand tu dis que c'est une rumeur, non, quand tu dis que c'est une rumeur, quand tu dis que c'est une rumeur, tu blanchis les gens qui ont programmé les événements du 5 octobre. Parce qu'une rumeur, elle peut s'avérer juste comme elle peut s'avérer fausse. Or, c'est le début de l'opération. C'est ce que tu appelles rumeur, c'est le début de l'opération. C'est là où les événements d'octobre 88 ont commencé. Je comprends bien, on n'est pas sur le même diapason. Moi, quand je dis rumeur, je parle de la rumeur d'ouverture démocratique. Je ne parle pas de la rumeur concernant les émeutes. Les émeutes, certainement, que des gens étaient au courant, elles se préparaient dans les officines du pouvoir. Mais néanmoins... Dans la rue. Est-ce qu'il y avait la rumeur depuis mi-septembre 88, il y avait la rumeur 5 octobre 30? Il y avait des rumeurs, bien sûr qu'il y avait Voilà ce qu'on est en train de dire. Donc, je n'ai pas dit le contraire. Mais cette rumeur aussi, c'est les services. Absolument. Qui peut la sortir? Je n'ai pas dit le contraire, mais simplement... Mais pourquoi les services programme اتكلم le 5 octobre باش تقرن لوين شتا Kamal, l'enjeu, à mon sens, tel que la lecture que je fais, l'enjeu c'est quoi? Le pays, la seule ressource qu'il a, c'est la rente. La rente, à l'époque, où est-ce qu'elle circulait la rente? Elle circulait dans le secteur public. Ça veut dire ceux qui contrôlaient la rente, c'était l'appareil de gestion du secteur public. C'était les gestionnaires du secteur public, etc. C'est eux qui contrôlaient la rente. Pour pouvoir se l'accaparer, pour pouvoir capter de la rente, il faut avoir de l'influence dans cet appareil-là, dans les entreprises, dans les syndicats, dans les appareils du ministère, etc. Il doit y avoir un groupe, probablement, puisqu'on va le retrouver par la suite, qui avait une autre idée. Il fallait transférer la rente de ces monopoles d'État vers des monopoles privés. Il fallait réussir ce déplacement de la rente, il fallait qu'il y ait quelque chose d'assez puissant pour faire sortir cette rente des appareils du secteur industriel, du secteur productif, vers des circuits de l'informel. Voilà l'enjeu d'octobre 88. Donc, il fallait frapper des milieux. Comment tu vas les frapper? Ils ne sont pas les premiers. Ce n'est pas le pouvoir algérien qui est le premier à l'avoir fait. De Gaulle, c'est ce qu'il a fait. De Gaulle, il avait une classe politique qui était contre lui sur la question de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait des émeutes. Il a fait 2 référendums. Quand tu prends le rapport de force politique sur l'indépendance de l'Algérie, dans la classe politique française, c'est non. Quand tu prends les 2 référendums, c'est oui. Donc, il a inversé le rapport de force. Il l'a fait avec le jeu institutionnel, dans le cas de De Gaulle. Dans le cas du pouvoir algérien, ils ont transformé le rapport de force politique qu'il y avait dans le pays, mais par la violence. En réalisant vraiment, comme on dit, le grand chelem. Ils ont réalisé le grand chelem. Pourquoi? Parce qu'ils ont configuré, non seulement ils ont réussi à déplacer la rente du secteur productif vers l'informel, on le sait très bien, à partir des années 90, on a vu un Dawar Nessourdine. Mais est-ce que c'est un petit noyau? Il est identifié, le groupe. Il est identifié. Mais oui, on parle de 12. C'est la présidente, non? C'est la présidente. Moi, je ne m'avancerai pas. Voilà. Moi, je ne m'avancerai pas à dire, comment dire, à circonscrire le cercle, tu vois, les sources de la rumeur ou de ces actions-là autour de quelques personnes ou d'un corps d'un corps d'État, etc. Mais moi, je pense que c'est tout le système qui est comme ça. Tout le système est comme ça. C'est une sorte de pieuvre. Et toutes les tentacules bougent. Toutes les tentacules bougent. Et voilà comment que je vois le système. Et on ne peut pas dire à tel moment ou à tel moment, c'est possible qu'une tentacule ait bougé plus qu'une autre à un moment donné. Mais tout ça rentre dans une logique globale. La logique du système, qui fonctionne à la rumeur,
qui fonctionne à la provocation au niveau de l'action, de la contestation populaire, etc., qui fonctionne à la répression, qui fonctionne, etc., par des tas de moyens. Voilà comment je vois les choses. Pour moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça a commencé en 80. La tentative de certains de transférer la rente du secteur d'État, qui n'était pas forcément une rente qui n'était pas forcément produite par une économie productive. Mais elle n'était pas si productive que ça. Les circuits de Dawane sur ils étaient identiques. Voilà, c'est ça. Donc il y avait effectivement une volonté de transférer cette rente vers le libéralisme, pas encore vers l'informel. L'informel viendra après. Ceci dit, il fallait que ce processus économique soit accompagné politiquement par des forces qui correspondent aux intérêts économiques que représentait ce processus-là. À savoir, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que aujourd'hui, les islamistes sont une très grande force politique et en fait, leur force correspond également à l'économie de l'informel, au bazar. Est-ce que la situation économique qui y a un virage économique تروح للسيستم social à libéralisme mais باش تخدم الفيراج il a قتلي السبه soit elle a justifié le changement si quelques-uns leur intérêt. C'est à la fois quelques-uns, parce que les institutions ne fonctionnent pas normalement, n'ont jamais fonctionné normalement dans le pays. Donc tu peux dire à la fois, tu peux identifier des centres de pouvoir, des centres de décision qui ont été déterminants. Il y a des centres de décision qui ont été déterminants. Et en même temps, c'est quelques-uns. C'est les deux choses à la fois. Voilà, c'est très contradictoire. Ce qui est en rapport avec 88 et l'État algérien, c'est très très contradictoire. Par exemple, les forces politiques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Voilà, c'est tout. Mais elles n'ont pas posé le problème. Comment on va faire la transition? C'est quoi cette ouverture démocratique? Comment on va redéfinir les pouvoirs? Quelle est notre place en tant que force sociale qui se sont battues depuis une éternité sur des problèmes? Quelle est notre place? Tu vois, les forces politiques qu'il y avait à l'époque, tout ce qu'elles ont fait, le pouvoir il fait mais est-ce qu'Arjan a décidé l'ouverture politique justement les événements 5 octobre? Non, même la classe politique de l'époque quand تسمت فهمتها شو قدروا وزرنا شاد ديفون. Oui, pourquoi? Parce que l'ouverture ne s'est pas faite d'un seul coup. Après les événements, il y a 20 jours باش يهضر. Non, il يهضر juste au bout il يهضر le 10. Le 10, et la journée du 10, elle est importante. Les journées du 7, 8 et 10, 8, 9, 10, elles sont importantes. Elles sont importantes. Parce que la présidence, c'est là où elle a joué la carte des islamistes. Ce qui aurait dû alerter les démocrates. Ils n'y ont vu que du feu. Ils n'y ont vu que du feu. Abbas Belhadj se sont mis en mouvement et ils étaient de connivence à 100% avec la présidence. La présidence, c'est qui? C'est Chedli Hamrouch. Une connivence qui va continuer jusqu'à dans les événements qui vont se dérouler dans les années 90. C'est une connivence qui va traverser l'histoire du pays et qui va la marquer, marquer l'histoire du pays. Je te disais que les islamistes ne représentaient pas grand-chose. Les islamistes, ils étaient dans quoi? Ils étaient dans le Mia. Donc ils étaient dans le Mia, donc dans le djihad à l'intérieur de l'Algérie. Où on était en 85. Comment il s'appelle, le chef, il a été neutralisé en 85. Bouyali a été neutralisé en 85, donc ils se sont disloqués. C'est tant mieux. Et tu avais autre chose, tu avais le mouvement de la Dawa, ou comment il s'appelle, Nahna, l'actuel Sultani était influent. Eux, ils étaient sur le djihad à l'international. Ils recrutaient pour la guerre d'Afghanistan. Donc l'islamisme à l'époque, c'était ça. En gros, c'était ces deux forces-là, et c'était des forces violentes. C'était des forces qui étaient déjà dans la violence, qui étaient inscrites dans la violence. Et on ne leur connaît pas
une projection d'une construction politique qui serait même chourocrate, hein, où ils auraient un projet politique à proposer au pays. Ils n'ont jamais eu ça. Tout ce qu'ils avaient, c'est dawa, donc convaincre les gens à la foi, et le djihad. Le projet politique, il va naître dans la connivence de la présidence avec Abbas et consorts. Quand ils arrivent aux événements de 88, quand ils abordent 88, ils n'avaient aucune capacité d'organisation. ولاش السنه دوتنا كارطوش من السنه دخل من politique. Ça c'est le 5, tu vois, le 5 octobre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre force? Il y avait le Pax. Peut-être que c'était un géant en paix d'argile. Parce que le 4, dans la nuit du 4 au 5 octobre, la sécurité militaire a procédé à plus d'une dizaine, une vingtaine. 200 personnes, tu imagines? Donc, je ne me souviens pas du chiffre. Donc, elle a procédé à des arrestations. La logique des arrestations, c'était de neutraliser les courroies de transmission au sein du Pax. Tu as une direction, tu as une base, tu as des cadres qui assurent la transmission de l'information dans un sens ou dans un autre. Donc, ils ont frappé un petit peu dans au milieu pour essayer de neutraliser, de bloquer la communication. Tu as aussi ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. À Tizi, l'orientation, alors que ça commençait à barder de partout, l'orientation c'était de calmer le jeu, c'était de ne pas bouger. Qu'est-ce qui explique cette orientation? Qu'est-ce qui explique cette orientation? Est-ce que c'est juste une mentalité ou est-ce que c'était des jeux plus profonds? Des jeux plus profonds au sens où peut-être qu'il y avait déjà des contacts qui étaient établis et tout ça. Pour le moment, il n'y a pas de... Justement, مقارنة كي تسوي خمسة تاكية لكن ديال الجزائر تخدم لي اسلاميست لا كابيلي تخدم لا كارت ابل لوكال. Ça, bon, en fait, bon, l'appel local, mon kabylique, je ne le vois pas comme quelque chose de... C'était une initiative très localisée, compris au niveau du MCB, et qui voulait tout simplement, en fait, comment dire, qui était fondée sur l'idée que, voilà, les autres régions, c'est toujours la Kabylie qui se soulève et les autres régions ne se soulèvent pas. Donc pour une fois, on va essayer de ne pas prendre le mouvement en marche, ni le prendre à sa tête. Vraiment. Et donc voilà, un peu pour éviter, soi-disant, de focaliser la répression sur la Kabylie. Bon, ça c'était les arguments exprimés, si tu veux, ouvertement, publiquement. Voilà, ça c'était Maintenant, est-ce qu'il y a derrière ça des calculs politiques ou des tractations? Parce que certains ont parlé de tractations entre certains militants du MCB avec le pouvoir. Ça, personnellement, je n'ai pas de preuves pour m'avancer là-dessus, mais il est vrai que ça a été dit. Ça a été dit que des gens étaient au courant d'un plan préétabli au sein du pouvoir, et même on a personnalisé même cette officine à travers la personnalité de El-Khidiri. Donc que ceux qui étaient en contact avec lui étaient mis au parfum de ce qui allait se passer, et que ces gens-là, donc, en partant des informations qu'ils auraient eues, bon, donc, on appelé au calme en Kabylie. Maintenant, ça reste à vérifier. Tout ça, ça reste vraiment un truc, parce que bon, on peut avoir des contacts avec un ministre sans pour autant qu'il y ait derrière une vraie tractation politique. Non, on ne sait pas. Un jour, j'espère que les acteurs de l'époque vont témoigner. Voilà, là on saura exactement ce qui s'est passé. لا شغل لا اد سورتي مو حقيقه لون لا بيبليسيتي اد نولي نصفر ذلل الود غنكمل كحريش وثلاثه
كان ندلو غالوين كملا ولا كذا بقول الحرمه مقران قاسم لو كذا مموح بكير alors اتاسي غوران l'opération pour tomber qu'est-ce que réellement de ça cette opération cette appellation donc c'est réellement sur le produit du système. C'est un aspect, c'est l'un des aspects qui existe. Parce que maintenant اللي حاله ما نعاود شويه كان نعاود عندنا. Dans la société, il y avait réellement des problèmes. Parce que le rachid Yifon, c'est vrai, mais le rachid Yifon, parce que c'est des gens qui avaient réellement des problèmes. Et depuis 80, pratiquement chaque année ou chaque 2 ans, il y avait des événements. Ce n'était pas des émeutes comme maintenant, mais il y avait des événements. Ce qui veut dire que ça bougeait sur une grande région, que les gens étaient déterminés dans leur action, etc. Même s'il n'y avait pas des revendications politiques formalisées, etc. Mais les événements de la Casbah, ils ont été importants. Les événements d'Oran, ils ont été importants. Les événements de Constantine Estrif en 86, c'est la même chose. Les différentes éruptions du MCB, donc que ce soit à Mézour, que ce soit à Bougie, que ce soit à Tizi Ouzou, c'était important. Donc tu avais ce phénomène dans la société. D'un autre côté, tu as un pouvoir machiavélique. C'est un pouvoir qui est chouette. Il doit y avoir des jeux Garassen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus suffisamment pour tout le monde. Donc, les enjeux étaient immenses entre eux. Donc, ils pouvaient se faire des croche-pieds, se faire des coups, etc. Et tu avais une classe politique qui était naïve. Mais en politique, il n'y a pas de naïveté. Il y a de bonnes positions ou de mauvaises positions. Donc, il y avait de mauvaises positions dans la classe politique. Il n'y a pas une formation politique en 88 qui a été à la hauteur. Et ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur le type de multipartisme qui va s'installer, le type d'ouverture du champ médiatique, le type d'ouverture de la société civile, etc. Les journées d'octobre étaient intenses. Il y a eu le mouvement des journalistes qui était un mouvement d'un engagement exceptionnel. Il y avait le rassemblement des artistes. Il y avait le comité national contre la torture qui a témoigné, qui a rassemblé les témoignages sur la torture qu'il y a eu en octobre 88, qui a fait parler les victimes, etc. Mais justement, est-ce que l'ouverture politique succède parce que dès le départ, c'était programmé de Weinstein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les événements de 88 est une manipulation. C'est un tour de passe-passe mené d'une main de maître. Parce que les événements de 88 ont été organisés, me semble-t-il, par le pouvoir pour déposséder la société de l'initiative politique, de l'initiative démocratique, qui était une règle tout à l'heure initiée par le processus de 1980. Et en les dépossédant, ils ont réussi effectivement à déposséder la société de son initiative. Tout ce qui a suivi après, toutes les mesures, soit d'ouverture, soi-disant démocratique, l'ouverture audiovisuelle, comment dire, la reconnaissance des partis d'opposition, etc. Tout ça était contrôlé. Parce que tout ça se faisait sous un pouvoir, sous l'ancien pouvoir, qui continuait encore à fonctionner. Donc le FLN n'a pas été jeté à la poubelle ou dans un musée ou je ne sais pas où. Le personnel politique qui a toujours existé depuis 1962, il est encore en place. Donc tout est en place, le système était en place, il n'a pas bougé. Et en fait, et c'est là que effectivement se pose le problème de l'insuffisance au niveau de la classe politique d'opposition, de l'étroitesse de vue, de l'indigence, voilà ce que je voulais dire, c'est de l'indigence politique de cette opposition qui en fait a été entraînée, elle s'est laissée entraîner allègrement dans un processus en fait de recyclage du système par lui-même.
Le système, en fait, il s'est refait une virginité, tout à coup. Il est devenu, disons, démocratique, il est devenu, bon, voilà, et voilà en fait ce qu'il avait comme objectif à travers donc, les événements de 88. Et en même temps, il a enterré le vrai processus démocratique initié par Netanyahu, donc qui s'est enclenché avec le mouvement 80. Ce processus-là s'est arrêté. Crise du MCB, n'est-ce pas? Crise, y compris des partis politiques, tous les partis politiques d'opposition, les anciens partis étaient en crise. Voilà, donc c'est fini. La société était désarmée. Il restait que des partis politiques qui ont joué le jeu qui leur était proposé par le pouvoir. Voilà, c'est tout ce qui est resté. La classe politique était dans une position clientéliste. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, la révision de la Constitution qui est programmée, tout le monde trouve normal que ce soit les institutions en place qui vont réviser la Constitution, qui vont définir le nouveau cadre, tu vois. Et on se remet à donner des agréments, on se remet à mettre 300 partis sur l'arène, etc. Et justement, en 88, les partis d'opposition, il y a un silence, les partis clandestins de l'époque se met. D'autres partis de Slalind veulent même l'annonce de l'ouverture. La préparation de la création des partis. Parce qu'ils étaient tous dans la même attitude. Ils étaient tous dans l'attitude clientéliste. ولاش حبسنا سيني بون نحبس ثمورتاكين سيدا سيدي سيمرا دونك ما الا انا نديسيدي غنمشي تبدل نديسيدي ياك دونك سي شاد لي سي حمروش نقيم على الطابله نهضر اود العسكر اود لي سانديكا نتسكين كوني لوبوزيسيون ويسا 25 سنه ويسا 30 سنه ويسا 50 سنه ديكزيستونس كومام سي دي بار سا اوردو être des partis sérieux. Ils n'ont pas eu ce sérieux là. Ils n'ont pas eu cette revendication. Cette revendication n'a pas existé. Ce qui a existé, c'est qu'il y avait un dynamisme dans la société, mais un dynamisme de type syndical, pas de type politique. Le mouvement des journalistes, le mouvement des étudiants, la dénonciation de la torture, les luttes pour les libertés démocratiques, y compris l'histoire de l'ouverture des médias, etc. C'était des luttes de type syndical. Ce n'étaient pas des luttes qui étaient arriver à la hauteur d'un combat politique pour définir un nouveau contrat social. Ça, c'est une grande défaillance. Donc tu as un pouvoir machiavélique, une classe politique défaillante, une société qui était traumatisée, une armée qui a été impliquée parce que elle a tiré, c'était pas la première fois qu'elle tirait sur la population, mais elle a tiré de manière ouverte, puisque 67 l'armée a tiré sur la population. Donc c'était pas nouveau en 88, mais cette fois-là, elle a tiré de manière plus ouverte et en utilisant les appelés. C'était les appelés c'était un double traumatisme. Justement, avec l'armée, c'est le système il va pour arriver à quoi? C'est le système qui a provoqué, c'est l'opération Potemkin. Alors il a provoqué un changement qui va nous C'est dit est-ce que tout est programmé? Non, c'est comme par exemple, il faut crever l'abcès. Il faut crever un abcès. Ils ont vu que la société était grosse de changement. Elle portait des forces qui allaient imposer et donc gérer ce changement. À partir de là, il processus de démocratisation qui vient de la société. Il faut crever l'abcès avant même que ça leur éclate à la figure. Et donc, en faisant éclater l'abcès, c'est-à-dire en créant eux-mêmes des émeutes, mais en faisant attention qu'elles ne soient pas contrôlées par une force particulière. C'est comme ça qu'ils ont procédé à l'arrestation des paxistes auparavant, parce qu'ils avaient une idée un peu du PAX, comme quoi c'était un grand parti qui pouvait tirer les marrons du feu. Donc ils ont pris cette précaution donc, de neutraliser d'abord le PAX
Mais ils n'ont pas pris la précaution de maîtriser les islamistes parce qu'en fait, les islamistes avaient un pied dans le pouvoir malgré tout, Sisi. Les islamistes de 1980. Même le Pax avait un pied. Oui, absolument, mais c'est le problème. Le problème, la différence entre le Pax et les islamistes. Enfin, le Pax était déjà pourchassé à partir de 1981 avec l'article 120. Ça va. Il n'avait plus de pied. En fait, quand on dit là un pied dans le pouvoir, là, il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'il tenait les organisations de masse. Mais il n'était pas dans. Il n'y avait pas de ministre, à ma connaissance, paxiste, il n'y avait pas un général, il y avait pas, au niveau de l'État, il n'y avait pas aucun paxiste. En revanche, il y avait les paxistes étaient effectivement à la tête des sections syndicales, de l'UNGA, etc., etc. Donc des organisations de masse. Donc il faut voir ça. Par contre, pour les islamistes, c'était une force très importante. Et les islamistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas une chose. Il n'y avait pas un islamiste communiste, etc. Mais au cœur du système. Au cœur du système, il y a. Attention. C'est des baptistes. Attention, mais les baptistes ont fait alliance avec les islamistes lors même des événements de 80. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu une manifestation juste les événements de 80 pour demander l'arabisation de toute l'administration. Et je rappelle aussi, que personnellement c'est ce que j'ai observé de mes propres yeux, en 80, quand il y a eu les événements de 80, au départ, les islamistes étaient dans l'expectative. Ils se demandaient s'ils allaient soutenir ou pas soutenir. Et il y a eu dans le feu de l'actionnaire, il y a eu une réunion entre les ba'thistes et les islamistes à Saint-Eugène, et c'est là qu'ils ont convergé et créé une alliance. Cette alliance-là va se retrouver d'ailleurs. Après, je l'ai vécu personnellement, beaucoup de gens l'ont vécu, ceux qui étaient à Alger, nous faisaient la chasse, à la fois les islamistes et les ba'thistes, main dans la main. Avec la police. Avec la police, la gendarmerie, évidemment. Ils nous faisaient la chasse, main dans la main. Donc l'alliance est partie de là. Voilà la différence. C'est en 1977, lorsque Mustafa El-Sharf a été nommé ministre de l'Éducation. Mustafa El-Sharf, c'est une sommité du mouvement national. C'est à la fois un patriote, à la fois un érudit, un grand scientifique, etc. Il a été mis à la tête de l'éducation nationale. Il a tenu 8 mois. 8 mois, stakhrant. C'est les islamo-baptistes, c'était stakhrant. À mon avis, à ce moment-là, les forces politiques qu'il y avait dans le pays, elles devaient mesurer l'étendue des choses. C'est l'une des choses qui n'a pas été réfléchie, qui n'a pas été analysée à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il y avait des alliances qui étaient transparentes, qui étaient apparentes, qui n'ont pas été prises en compte. Mais à mon avis, pour revenir à 88, la décision de Chadli Hamrouche de recevoir les dirigeants des islamistes, ceux qui paraissaient comme les chefs de file, le 10, c'était une décision stratégique. 10, de la réception, la légalisation du fils, 10, la place qu'ils allaient donner au fils par la suite. Les partillons qu'ils ont créés, les partillons que Hamrouche a créés, les partillons, c'était combien? C'était 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes, tu crées un parti. Tu crées un parti ou qui sordi. Mais dans quel segment de la société ils ont été créés? Soi-disant dans le segment démocratique. Les partis, ils n'ont pas été créés dans le segment islamiste. Ils n'ont pas essayé de fragmenter la composante islamiste de la classe politique. Ils ont fait 60 partis dans la frange démocratique. Ça montre leur intention. Et Nizar, dans son interview Fleuve, à Nahar, il fait une révélation. C'est que les services de sécurité avaient proposé à Abbas Madani de le débarrasser des groupes djihadistes qu'il y avait dans le fils. Ça veut dire que c'est le problème que 88 leur a ramené. Quand le fils s'est constitué, quand la force islamiste. La force islamiste, c'est quoi? At-tijara halal. Voilà l'importance de la force islamiste. At-tijara halal.
Ça veut dire que tu ne peux plus te prononcer contre le libéralisme. Et la preuve, Belkhadim, il l'a dit il n'y a pas longtemps, il n'est que mais il est voilà le type de raisonnement que ça donne. Ce qui veut dire que tu ne peux plus mener de lutte sociale. Tu ne peux plus te révolter contre la pauvreté, tu ne peux plus te révolter contre la misère parce que c'est une arme redoutable. Donc, l'arme ivran, quand ils ont mis en avant les islamistes, c'est ivran. Mais, je te dis, par exemple, Nizar, il l'a dit, qu'on leur a proposé de les débarrasser de l'hijra ou tekfir, des éléments du Mia, etc. On leur a proposé de les débarrasser. La différence, c'est que le fils, ce n'est pas le PPA-MTLD. Ils n'ont pas accepté de se débarrasser de leur organisation spéciale. Leur organisation spéciale, ils en avaient besoin. Parce qu'en 50, le PPA-MTLD, il a liquidé, c'est le PPA-MTLD qui a voulu liquider l'organisation spéciale. Ce qu'il va faire le 1er novembre d'une manière particulière par la suite. Le fils, il a refusé. Il a refusé le marché que lui proposaient les militaires. Ils lui ont dit non, vous ne touchez à personne. Nous, on est autonomes dans notre parti. Et ça, c'est avant 92. Alors, Monsieur Gassem, est-ce que لو ودي قارن ذير إلو منه مضبر المقارنة اللي جينيرو هذا par rapport à leur idéologie, les francophones et les arabophones. Voilà. En effet, bon, quand on lit les mémoires de, bon, je ne sais pas comment on peut les appeler en fait, de Nizar, quand on lit un peu de tout ce qui s'est dit autour des généraux, autour de Nizar, etc. Et ce que Nizar lui-même a dit, ça m'a... parce qu'il faut connaître aussi la psychologie de ces gens-là. Je ne les ai pas côtoyés, certes, mais quand même, en se cultivant un peu sur le caractère psychologique des dictateurs, etc., tu peux plus ou moins un peu comprendre certaines caractéristiques de ces gens-là. Il s'est pris pour un César. Quand il a été nommé comme pour gérer l'état de siège à Alger. Quand lui, il a cru que bon, voilà, ça y est devenu un César, d'autant plus que ses pouvoirs étaient supérieurs à l'officier qui était au-dessus de lui, à savoir Belhouchet. Parce que lui était commandant des forces armées, Nizar. L'autre, il était général-major. Il a pu, alors ayant des pouvoirs en deçà de ceux de Belhouchet, il a pu marginaliser Belhouchet. Et il en était fier, il était orgueilleux, il pensait, ça y est, il est devenu un César. En réalité, on l'a jeté au feu. Moi, je pense, c'est mon analyse. Moi, je pense qu'on l'avait jeté au feu et avec lui, tous les francophones dont on voulait se débarrasser. Et d'ailleurs, après 88, toute une campagne, à la fois alimentée par les intégristes et à la fois, y compris par des voix qui émanent du système, pour dire voilà, c'est l'armée qui tient le pouvoir, c'est l'armée qui est responsable de tout, toute la répression, etc. Et en même temps, on a vu que finalement tous ces gens-là, à un moment donné, ont disparu et que le système est resté en place et qu'on s'est débarrassé effectivement des généraux francophones. Et que les généraux arabophones, je veux dire islamistes carrément, ba'thistes, sont restés en place. Voilà. Donc il y avait des luttes internes comme ça, on peut dire elles sont secondaires. Voilà, je ne suis pas là pour défendre les Nizar ou net truc. Moi, c'était un dictateur autant que les autres, tu vois, c'est pas un problème. Mais voilà, il y a effectivement aussi des petites contradictions comme ça secondaires au sein du pouvoir qu'il faudrait peut-être aussi analyser. Alors, 5 octobre, واش يدي بويا يلها واش يدي بويا دغديري توثن ولا لا على حسابك 5 octobre يخلط لك surtout الجماعه ديال بوديني هنا il a une double réalité. Il a une double réalité.
parce qu'il a permis une action plus ouverte. Il a permis une action plus ouverte. Et ça ne veut pas dire que cette action plus ouverte est plus efficace. La qualité du débat, alors que les gens agissaient dans la clandestinité, la qualité du débat était meilleure. La qualité du travail aussi, la nature des luttes. Aujourd'hui, par exemple, on voit les luttes qui se développent. Par exemple, il y a un militant des droits de l'homme qui a été arrêté à Ouargla. Quand on voit, c'est pas pour juger, hein, c'est pour juste comparer, quand on voit la nature des luttes qui se mènent autour de l'exigence de sa libération, qui est une cause juste, les formes dans lesquelles elle se fait, on voit le recul qui a été enregistré au niveau du militantisme, des luttes démocratiques, etc. Dans les années 80, des combats se menaient pour la libération de militants, et c'était des combats très denses. Mais au début de 80 comme même 90 تلاقي بيريود النظام مثلا حس ما كتلاقي تغذوث الى يصير ممقع باسكو اين الان داين يتساوي اين الان داين يتساوي سكي اكتوبر 88 اكن تبروفوكين اكن تمثلن تشوفوا اكن السلحان انا الساقي مازال يلحو افراينسن C'est choquant de dire la chose qu'a Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'on revient encore une fois à cette manipulation. Effectivement, la manipulation elle continue jusqu'à présent. Tu prends ce qu'on a appelé l'arrêt du processus électoral ou ce que d'autres appellent le coup d'État. La plupart des démocrates. Non, mais non, de moquin pour dire. Il faut connaître en fait toutes ces opérations de manipulation. Les démocrates font ces têtes baissées en pensant que l'armée allait démocratiser le pays, allait incarner la démocratie et la République. Et finalement, au bout d'un certain temps, l'armée les a trahis. Elle ne les a pas trahis. Cette armée a toujours suivi le système, en fait. Elle a toujours suivi sa trajectoire totalitaire, dictatoriale et de manipulateur. Alors que des forces dans la société tentent tout le temps d'espérer ou de... Non, je voulais parler juste d'un homme que l'Algérie vient de perdre. C'est un très grand homme. C'est quelqu'un qui a fait de grandes œuvres dans le pays. C'est le professeur Pierre Chollet. Si la tuberculose a disparu en Algérie, c'est grâce à l'action de ce monsieur. C'est un Algérien de cœur et d'esprit. Son engagement a été sans faille pour son pays. Malheureusement, il n'a pas l'hommage qu'il mérite dans notre pays. ثلميرث مقران قاسم ثلميرث مموح بكير ثلميرث يكون ودي دان يدنا هكا سلام تمولي مقران قاسم تمولي مموح بكير ذمكي ولا ثمسات 5 اكتوبر ذمكي ذي قلان دفير ذا شو قلان يمكن يتشعل واش ذي ديكلا خاص ولا ماذا على ثيك هذا التكتوين واش تقي كذا الفايده واش يقلو منه او دوكان بس بساكيني إلا كان مقلثين نظران سوذم ومزروي وإلا قرا أخذ ثوث إلا كان زرق وذا شي ذا قلان ذلوان أن الدي تاكن سناونا زمان أخذ مزروي أن مقلثي كثير والمقلثي مذنن أدم مسلاين استيد شي ذا قلان ماذا يقولون فهم ريض اللي شو كثرون فهم رسا من فهم رسا أغيا عروزك جاكو ذا الخير أرثيك النظر